Donc nous venons de voir que Marshall Rosenberg avait à cœur de chercher une manière de communiquer qui ouvre le cœur et qui nous permette d'être en lien les uns avec les autres. Son premier livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « ce sont des murs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le langage, nous pouvons créer des murs entre nous et nous rendre la communication vraiment compliquée. Alors, avant de regarder comment nous pouvons utiliser les mots pour ouvrir des fenêtres pour aller vers l'autre et vers nous-mêmes, je vous propose de faire ce que nous savons bien faire, c'est-à-dire utiliser la petite bombe là pour se pourrir les relations. Donc on va voir l'art de se pourrir nos relations à l'aide des mots. On peut le faire aussi avec les mains, avec le ton. Et là, on va regarder ce qui se passe au niveau du langage. Et donc, il y a 4 grands pièges à la communication, 4 grands obstacles qui vont perturber nos relations. Le premier, c'est les relations de domination, les relations de pouvoir. Dès que je veux exercer un pouvoir sur l'autre, eh bien, je perturbe la relation et je nous mets tous les deux dans une relation qui, inévitablement, va créer des résistances. Parce que si je suis dominant face à une personne dominée, la personne dominée, elle ne va pas être tout à fait heureuse de vivre cette domination. Donc, soit elle va riposter et la violence va monter dans les tours, soit elle va se soumettre, mais intérieurement, elle ne va pas être à l'aise et ça va en tous les cas nuire à la qualité de la relation entre les deux personnes. Alors il y a une manière visible d'exercer une domination, d'être dans des relations de pouvoir. C'est ce qu'on appelle la manière plutôt yang, c'est-à-dire frontale. Je dis des insultes, je donne des ordres, j'exige, je me positionne en sachant, et l'autre est donc un imbécile qui doit écouter et faire ce que je dis parce que c'est moi qui sais. Bref, ça c'est la relation de domination que l'on connaît bien et qui est visible. Mais il y en a une autre qu'on va déterminer plus yin, qui est tout à fait aussi violente, mais beaucoup plus discrète. Ça va être par exemple de dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Vraiment, tu as si peu de cœur et si peu de gratitude. » Ouh, ça c'est de la violence. Vraiment, quelqu'un qui commence à parler comme ça à l'autre, eh bien l'autre, il se sent mal. Il se sent forcément en situation de difficulté. Toutes ces manières d'insinuer, de culpabiliser l'autre. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Si tu étais gentil, tu ferais ça. Ah, ça fait mal, hein, ça grince. Mais c'est plus discret de dire maintenant tu fais ça, sinon tu t'en prends une. Et tu te dépêches. Là, au moins, on voit que c'est violent. L'autre, c'est beaucoup plus insinueux, mais c'est tout aussi violent. Donc ça, c'est le premier obstacle à la communication. Le deuxième, on peut dire que c'est les généralisations. La pensée figée. Dès que je dis toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, les jeunes sont comme ça, ça peut être aussi dire des toujours, souvent, jamais, encore. Eh bien là, ça ne va pas rendre le dialogue fluide parce qu'on colle des étiquettes, on fige les choses et quand je dis « tu es toujours en retard », ça y est, ben, l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec ça? On lui a collé l'étiquette de celui qui est toujours en retard. C'est difficile de se positionner avec ça.
Donc ça va perturber la relation. Ça, c'est un obstacle, deuxième obstacle à la communication. Tout ce qui fait que notre pensée n'est plus vivante, notre langage n'est plus vivant, on ne s'intéresse plus à ce qui est en train de se passer dans la relation, mais on a sorti ça de son contexte et on en a fait une généralité, une pensée figée. Le troisième obstacle, ça va être l'interprétation. Nous avons dit tout à l'heure, ne prends rien personnellement. Et nous pouvons interpréter les choses d'une manière telle que l'autre ne s'y retrouve pas du tout. Il a dit quelque chose et puis on va lui coller dessus, lui plaquer dessus une interprétation. Ça, c'est encore un obstacle à la communication. Et puis, le dernier obstacle, le quatrième obstacle à la communication, ça va être le déni de responsabilité. Qu'est-ce que c'est le déni de responsabilité? C'est quand je n'assume pas la responsabilité de ma parole et que je dis « Ah, je suis en retard, mais ce n'est pas de ma faute, il y avait un camion où il y avait des feux. » Voilà, je suis en train de dire « Ce n'est pas de ma faute, moi, je n'y suis pour rien. » Alors que c'est tout aussi simple de dire « Excusez-moi pour mon retard. » Voilà, je n'ai pas besoin de me justifier. Je peux juste assumer ce qui est et pas chercher des raisons. Le déni de responsabilité, ça peut être aussi de se mettre en posture de sacrifice. Ah, ben j'ai pas le choix. Ben ouais, mais il faut bien que quelqu'un se dévoue. Il n'y a personne qui vide les poubelles. Alors il faut bien que je le fasse. Vous voyez, je n'assume pas le fait que, bon, ben maintenant je vais m'occuper des poubelles. Et si je suis en colère parce que c'est toujours moi, eh bien je dis, voilà, maintenant j'en ai marre, j'aimerais bien que ça change, que ce soit partagé, que ce soit coopératif, qu'on s'y mette tous. Voilà. Le déni de responsabilité. Et tout ça peut nous amener à, on va blinder notre ressenti. Si je dis à un enfant de manière récurrente que ce qu'il fait, ça n'est pas en ordre, eh bien c'est tellement douloureux qu'au bout d'un moment, il va choisir de ne plus sentir. Blindage du ressenti, c'est quand je me protège pour ne pas sentir que ça fait mal et que là, j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Un enfant qui a besoin d'être aimé, si à chaque fois on lui dit « Ah ben si t'étais gentil, tu ferais ça. Si tu m'aimais, tu ferais ça. » Mais oui, mais je fais comment? Et au bout d'un moment, c'est tellement inconfortable de se sentir culpabilisé qu'il va débrancher. Il va ne plus sentir que ça fait mal et il va blinder son ressenti. Je donne un autre exemple. Un enfant qui est élevé dans la peur. Ben, d'avoir toujours peur, c'est terriblement inconfortable. Alors au bout d'un moment, pour survivre, il va choisir de débrancher sa peur. Ça va devenir un « même pas peur ». Parce que moi, je ne ressens plus la peur. Et donc, pour ressentir la peur, il va falloir que j'en ai des doses très importantes. Et donc, je vais aller regarder des films d'horreur, des choses vraiment pour ressentir la peur, parce que j'ai tellement anesthésié ma peur que je n'y ai plus accès. Voilà, quelques obstacles à la communication. Et là, eh bien, nous allons voir avec la CNV que nous pouvons procéder d'une autre manière en évitant tous ces obstacles-là.